c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine, Mon Capitaine, l'émission littéraire, le podcast, bref, appelez ça comme vous voulez, présenté par Wendy et Renaud. Comme toujours, nous allons vous présenter plusieurs ouvrages afin de vous donner envie de les découvrir. Et c'est Wendy qui commence avec sa chronique. Alors Wendy, de quoi vas-tu nous lire ? Eh bien, je vais commencer par vous lire un roman. Dis donc, il en a combien des livres ? Il n'en a combien des livres ? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors. Hein ? Je commence aujourd'hui avec un roman de Maggie O'Farrell que j'aime particulièrement, Hamnet. Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau, Hamnet, part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la maison. Agnès, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales dans les champs alentours. Leur père est à Londres pour son travail. Tous deux inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Porté par une écriture d'une beauté inouïe, ce roman de Maggie O'Farrell raconte à la fois la bouleversante histoire d'un frère et d'une sœur, unis par un lien indestructible, et celle d'un couple atypique, marqué par un deuil impossible. C'est aussi l'histoire d'une maladie pestilentielle qui se diffuse sur tout le continent. Mais c'est avant tout une magnifique histoire d'amour et le tendre portrait d'un petit garçon oublié par l'histoire, qui inspira pourtant à son père, William Shakespeare, sa pièce la plus célèbre. Une vraie tragédie comme je les aime, Maggie O'Farrell est une autrice incroyable, une magicienne de l'écriture. Elle nous transporte en Angleterre au XVIe siècle dans la famille Shakespeare et c'est absolument merveilleux. Pour parler un peu de cette autrice, elle est née en Irlande du Nord en 1972 et vit maintenant à Édimbourg. Elle écrit dans un premier temps des critiques littéraires en sortant de l'université de Cambridge. Par la suite, elle sera journaliste, notamment à Hong Kong. C'est seulement suite au succès de son premier roman, Quand tu es parti, en 2000, qu'elle décide de ne plus se consacrer qu'à l'écriture de romans. Elle sera très vite une autrice connue et reconnue, notamment pour ses écrits captivants et son exploration habile des relations humaines. Hamnet, sorti en 2020, est récompensé par le Women's Prize for Fiction, et c'est tout à fait mérité. La plume de Maggie O'Farrell est magnifique, elle nous transporte dans une autre époque, dans d'autres lieux, avec d'autres mœurs. Le récit est vivant et nous plongeons entièrement avec cette famille qui devient la nôtre durant ces quelques pages. C'est tout à fait merveilleux. D'ailleurs, même si le livre s'appelle Hamnet, la véritable héroïne de l'histoire, c'est Agnès, l'enchanteresse, une femme intelligente, une épouse tendre et une mère aimante, celle d'Hamnet. En Europe, la maladie se propage, la mort va frapper, et avec elle, un chef-d'œuvre naîtra. Maggie O'Farrell signe ici un roman historique passionnant sur la famille, le deuil, l'amour. D'une justesse et d'une poésie impressionnante, notamment dans la description des sentiments, mais aussi dans la description des lieux. Elle nous plonge sans aucune difficulté dans son univers et dans celui qu'elle créait au personnage d'Hamnet. Pour la petite histoire, ce livre m'a été offert par une cliente, devenue par la suite amie, pour me remercier d'avoir retrouvé son petit chat. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je savais seulement que c'était son livre et son autrice préférée. Je l'ai lu sans même lire le résumé, sans rien savoir du tout sur l'intrigue, et il m'a marqué pour les années à venir. Je pense avoir rarement lu de texte aussi beau, aussi bien écrit et aussi bien traduit. C'est un véritable coup de cœur que j'ai trouvé dépaysant, rafraîchissant malgré ce thème de fond pas très joyeux. Je dirais que c'est un livre à lire, offrir, emmener avec soi pour des lectures en pleine nature. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel this is a place where I feel at home.
seas. There is a tree as old as me. Branches were sold by the color of green. Ground had rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the gusts came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me. Held on as tightly as you held on to me. Vous venez d'écouter To Build a Home, une chanson de The Cinematic Orchestra. Merci Wendy pour ta chronique. De rien. J'avais 2 questions à te poser. Oui. Et du coup, la première, c'est: qu'as-tu ressenti en lisant Hamnet ? Y a-t-il une émotion qui domine ton souvenir de lecture ? Alors, c'est un peu compliqué en fait de mettre des mots dessus. C'est vrai que en fait, il y a beaucoup d'émotions, on traverse vraiment beaucoup d'émotions en même temps que les personnages. Et il y a ce côté un peu mélancolie, ce côté assez touchant et poétique, alors que ce qui se passe sous nos yeux est vraiment... c'est pas très joyeux sur le principe, mais il y a quelque chose d'assez doux et frais. En fait, on est vraiment dans les paysages, dans ce décor. C'est très bien retranscrit. Et c'est vrai que c'est assez apaisant, malgré ce propos assez affreux. Donc je pense que je dirais que oui, c'est apaisant, ça fait du bien, c'est vraiment une lecture qui fait du bien malgré le propos assez fort. Ok, d'accord. Le roman t'a-t-il surpris d'une manière ou d'une autre par sa structure ou sa narration ? Oui. En fait, l'idée, c'est surtout que quand je l'ai lu, j'avais pas lu de résumé, j'avais rien, je savais pas du tout ce que je lisais. On me l'a offert et je l'ai lu, mais je savais pas dans quoi je me lançais. Et en fait, j'ai été surprise par la structure, effectivement, parce que c'est un roman choral. Et on a plusieurs points de vue.
plusieurs moments aussi dans la temporalité. Si tu veux, on va suivre à la fois le présent, avec plusieurs personnages dans ce présent, mais il y a des moments où on va justement dans le passé, où on suit les parents de certains personnages, etc., pour revenir sur l'enfance de certains adultes du présent, etc. Et ce côté transmission justement familiale de génération en génération, tout ça je m'y attendais pas du tout en lisant le livre, et ça m'a agréablement surpris. Et par rapport aux personnages aussi et à la narration, tout ça, il y a aussi le côté où ça s'appelle Hamnet. Je pensais que seulement Hamnet allait parler. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit c'est son livre, quoi. Et en fait, oui, c'est son livre, mais en passant surtout par le personnage d'Agnès, du coup, qui est sa maman, et qui revient à la base de qui est Hamnet, en fait, puisque forcément, on est toujours l'enfant de quelqu'un, et donc ce côté transmission de génération en génération se ressent aussi par rapport à la structure et la narration, et comme tu dis, c'est très juste. Et ça m'a surprise, mais agréablement. C'était vraiment très sympa. D'accord, et super, merci beaucoup. Tu peux nous redire chez qui c'est, etc., etc. Oui, donc c'était Hamnet de Maggie O'Farrell, et c'est aux éditions 10-18. Bon, j'ai terminé avec ma chronique, du coup c'est à toi Renaud, de quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire un roman. On touche à l'irrationnel. Entassement symétrique de livres. Même schéma que pendant la grande perturbation de Philadelphie en 1947. Tu as raison. Aucun être humain n'entasserait des bouquins comme ça. Vous aimez la littérature qui sent la sueur, le sexe, la crasse, le sang. Vous avez un faible pour les créatures bien dark qui portent du cuir et qui vous parlent en vers pendant qu'elles vous éviscèrent. Alors déjà, félicitations, vous êtes sur le droit chemin pour devenir un gros psychopathe, mais trop de chance. Parce que sachez que moi aussi, je suis des vôtres. Alors parcourons le chemin ensemble, comme le dirait Kyo. Bref, mes petits timbrés que j'aime, bienvenue dans Hellraiser et les évangiles écarlates. Aujourd'hui, c'est de Pinhead, Hellraiser plus les évangiles écarlates, sorti en 2021 chez Brajlon, dont j'aimerais vous parler. Bon, déjà, si on doit parler du bouquin, comme objet, c'est comme souvent chez Brajlon, l'édition est super belle et super classe. C'est un petit paveton aux dominances rouge, noire et blanche, avec une tête de Pinhead sur la couverture, et le nom justement, Pinhead, écrit en blanc, avec une police d'écriture utilisant comme barre du H, du mot, un clou. Bref, comme je te le disais, c'est classe, sobre et ça déboîte. En plus, excusez-moi du peu, mais on a chargé le duo d'artistes Fortifem, Jessie Daubert et Adrien Havet, de faire des gravures illustrations pour le livre. Si tu connais pas leur style, ça mélange intelligemment la gravure minutieuse et l'occultisme, l'imagerie métal, qui pourrait faire penser à une esthétique de tatouage par exemple. Bref, ça fonctionne du feu de Dieu, ou plutôt du feu de Satan avec Hellraiser. Ce duo a fait des illustrations pour les plus grands groupes de métal de la planète, de Gojira à Slipknot, à Rammstein, etc., etc. Autant te dire que le choix est judicieux et le résultat, est très cool. Bon, on va essayer de passer vite sur Clive Barker, même si c'est dur de faire vite et que ça me semble impossible. Je vais essayer de speeder, promis. Sinon je vais encore faire une chronique de 30 minutes et me faire engueuler. Stephen King a dit, de Clive Barker, j'ai vu le futur de l'horreur, son nom est Clive Barker. Alors déjà, c'est la meilleure critique de presse que tu peux avoir quand tu fais de l'horreur. En gros, t'es juste adoubé par le GOAT du game. Si t'avais un doute donc, Clive Barker, c'est beaucoup un maître de l'horreur, figurant parmi les premiers à utiliser, voire même quasiment à créer le style splatterpunk. De splatter, éclaboussé, et de punk, punk. C'est un mouvement de l'horreur fictionnelle qui se distingue par son côté très graphique, souvent métagore, avec des descriptions de violence et d'absence de limite dans la description de l'horreur, mais aussi avec un aspect contre-culturel, d'où le côté nihiliste, punk. Bref, tu vois le délire. Clive Barker est un auteur britannique. Il a entre autres écrit le recueil de nouvelles Les Livres de Sang, véritable chef-d'œuvre de l'horreur pour ma part. De ces livres de sang sont tirées beaucoup d'histoires cinématographiques que le grand public connaît. Pour n'en citer que quelques-unes, Candyman, le fameux tueur au crochet et sa légende urbaine avec le miroir. Midnight Meat Train, le film avec Bradley Cooper, là, je veux pas vous spoiler mais regardez-le, c'est assez cool. Cabal, un film génial avec Cronenberg en acteur, ouais. Et Lord of Illusion avec un Scott Bakula dont Clive Barker dira qu'il avait toujours imaginé son Harry d'amour avec les traits de Scott Bakula.
Oui, d'ailleurs, quand je dis Harry d'amour, ce n'est pas une marque d'affection envers un personnage qui s'appellerait Harry. C'est le vrai nom du personnage. Que ce soit clair, parce que ce personnage, Harry d'amour, si vous ne le connaissez pas, on va le revoir dans cette chronique et je vais en reparler du bon vieux Riton. Si Clive Barker est connu du grand public, c'est surtout pour Hellraiser, et oui, de son titre original, Hellbound Earth. Un livre horrifique, célèbre surtout pour son adaptation cinématographique qui s'appelle en France Hellraiser, le Pacte. C'est un roman court, très court, et le film est très fidèle à son roman de base, et ça, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est Clive Barker qui a réalisé le film. Bon, pitchons l'histoire du bouquin et donc du film. Larry et Julia, mari et femme, emménagent dans une vieille maison de famille, sans savoir que Frank, le frère disparu de Larry, et accessoirement ancien amant de Julia, a ouvert dans le grenier une mystérieuse boîte puzzle en bois recouvert d'or, censée renfermer des plaisirs que l'esprit ne peut qu'imaginer. En quête de plaisir toujours plus extrême, Frank, hélas, finira démembré et emporté par des entités démoniaques dans une avalanche de douleur et d'extase en enfer. Quand une goutte de sang ramène Frank sous une forme décomposée à la vie, il convainc Julia, toujours obsédée par lui, de l'aider à redevenir humain en attirant des victimes dans la maison. Entre triangle amoureux morbide, horreur corporelle et désir obsessionnel, Hellraiser explore ce qui se cache au bout de la douleur et du plaisir, là où l'enfer commence. Si on devait décrire la vibe du bouquin, c'est gore mais classe. C'est un mélange de body horror crado et de réflexion mystique sur le plaisir et la douleur. Il y a des scènes où tu te demandes si tu dois vomir ou applaudir. Perso, j'ai fait les deux et mon psy ne veut plus me parler du tout. C'est clairement un classique de l'horreur. C'est un bouquin assez court mais efficace à souhait, qui permet de découvrir et de se replonger dans l'univers vaste d'Hellraiser. Car quand on parle d'Hellraiser, n'importe qui pense immédiatement à Pinhead. Un méchant aussi important dans l'univers de l'horreur qu'un Freddy, un Jason, un Michael Myers ou un Ghostface de Scream. Pinhead est direct rentré au panthéon des méga méchants de l'horreur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Pinhead n'est pas très présent dans le premier bouquin. Et pourtant, grâce aux films qui ont déifié le personnage, tout le monde se souvient de la tronche de Pinhead, le fameux méchant, un prêtre des enfers, qu'on nomme Cénobite, avec des clous dans sa tête de crâne d'œuf tout chauve. Il faut savoir qu'à aucun moment du roman, Hellraiser, ce méchant est nommé Pinhead. Ce nom est venu bien plus tard, au moment des films, où les techniciens sur les tournages surnommaient ainsi le personnage incarné par Doug Bradley. Je t'aime Doug, sache-le. Je fais une petite aparté, mais je t'aime, tu es le seul et l'unique Pinhead à mes yeux. Voilà. Ainsi c'est resté, et les fans se sont emparés du nom. Le moins qu'on puisse dire, c'est que toute l'imagerie de Hellraiser est malheureusement et majoritairement associée aux films, et non aux œuvres littéraires qui ont été faites. Car au-delà de ce premier roman, Hellraiser, de Clive Barker, il y a eu, bien sûr, sa suite, Les Évangiles écarlates dont on va parler, mais il existe aussi des BD, des comics assez intéressants qui enrichissent grandement l'univers. Sachant que Clive Barker avait toujours un œil dessus, donc l'univers est assez cool, cohérent, et surtout un minimum respectueux. Ces BD comics sont hélas difficilement chopables en France et peu médiatisées. Je crois que pour la majeure partie elles sont épuisées, et beaucoup n'ont pas été traduites en français. Et donc le public identifie l'univers d'Hellraiser au travers des films, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très inégal. Je dirais que les 2 premiers films sont cool, voire le premier même un chef-d'œuvre, mais qu'à partir du 3 et du 4, ça commence à devenir un peu n'importe quoi, car Barker n'est plus que consultant, et à partir du 5, Clive Barker n'est même plus dans la boucle. Ça se ressent, et c'est difficilement regardable. Au passage, il y a quand même 11 films, donc courage. Hélas, comme bien des sagas, son monstre a dépassé Barker, et cela a créé quelque chose qui ne représente plus vraiment ce qu'il voulait à la base. Et c'est là justement qu'intervient le roman dont j'aimerais vous parler, Les Évangiles écarlates. Car Hellraiser, bon, tout le monde connaît un petit peu, mais sa suite, on la connaît moins, Les Évangiles écarlates. Et c'est un peu comme s'il avait eu envie de remettre de l'ordre dans tout ça, dans tout ce bordel. Parce que Clive Barker, il a bien vu que tout partait un peu en couille. Le souci, c'est que Les Évangiles écarlates de Clive Barker, c'était censé être l'événement du siècle pour les fans. Le projet traînait dans les tiroirs depuis au moins 20 ans, et sur le papier, ça faisait méchamment saliver. Un duel au sommet entre ces 2 persos cultes. 2 persos de Clive Barker cultissimes. Pinhead
au passage qui déteste ce petit surnom, autant que Barker lui-même, visiblement, si on en croit ce qui est écrit dans le bouquin Les Évangiles écarlates, et Harry Damour. Voilà, on y revient au beau vieux Riton. Le détective du surnaturel qu'on avait déjà croisé dans les livres de sang, et le maître de l'illusion, le film, etc., dont je vous parlais avec Scott Bakula. Bref, un perso que les fans adorent. Du lourd, moi j'étais chaud patate. Mais attention, ce n'est pas juste une nouvelle boucherie gratuite. C'est carrément le retour de Pinhead, le Cénobite, ou plutôt le prêtre de l'enfer, si t'es un puriste de la VF. Ouais, le mec avec sa tête de boule à facettes là. Celui qui a traumatisé toute une génération qui croyait que les casse-têtes en bois de mamie étaient juste un passe-temps innocent. Là il revient, mais cette fois dans ce qui est censé être son chant du cygne, son dernier tour de piste, son ultime coup de scalpel dans la chair de l'univers. L'histoire en gros, ça commence comme un polar bien poisseux. Harry Damour, détective privé spécialiste du paranormal, débarque sur une scène de crime qui fleure bon le soufre et les viscères tièdes. Et bim, il tombe sur une conspiration démoniaque. Entre deux pentacles, entripailles et 3 invocations en latin, Harry se retrouve face au bon vieux Pinhead, qui a un plan bien plus ambitieux que juste jouer au sudoku avec tes intestins. Ça commence avec un prologue qui va régaler les fans. Bien dégueulasse, blindé de gore et de cul. On voit Pinhead déglinguer les magiciens de la Terre pour leur voler leur savoir et l'emmener en enfer. Je ne vais pas vous spoiler la raison de ce vol de connaissances magiques, parce que c'est une chouette idée du roman, une nouvelle chouette idée de Clive Barker. Et là Barker s'amuse, on le sent quand même. Il t'embarque dans une espèce de road trip de l'horreur, un mix entre Indiana Jones sous PCP et un escape game conçu par Leatherface. Ça traverse l'enfer, les limbes, des bibliothèques de magie noire, le tout avec une bonne couche de tripes fumantes et de poésie macabre dont lui seul a le secret. Alors on va être honnête, tout n'est pas parfait dans ce livre. Et si t'es là pour la finesse psychologique, passe ton chemin. Ici Barker est en mode gore opéra. Ça gicle, ça hurle, ça se mutile dans la joie et l'allégresse. C'est parfois un peu gras et un peu gratuit. Il y a des passages un peu moyens dans l'intrigue et le traitement des personnages. Mais putain, c'est tellement jouissif quand tu aimes Hellraiser et sa mythologie. Et puis Barker reste Barker. Même quand il te tartine d'hémoglobine, il glisse des moments de pure poésie morbide, des visions d'un enfer aussi sublime que terrifiant, une espèce de fascination malsaine qui te fait tourner les pages jusqu'à la dernière avec un appétit d'ogre. Et surtout, comme je le disais avant qu'arrivent les Évangiles écarlates, Pinhead a été délifié par les films, mais en vrai, en termes de littérature, je parle surtout de romans, on n'avait pas grand-chose de la part de Barker sur le personnage de Pinhead. Et le vrai cœur de ce bouquin, les Évangiles écarlates, c'est Pinhead. Barker lui amène du background, de la profondeur, amène de la légende. Il ne le traite pas juste comme un boogeyman de slasher, c'est un personnage complexe, à mi-chemin entre un gourou illuminé, un artiste obsessionnel et un monstre fatigué qui veut laisser une trace. Il ne veut pas juste torturer les âmes, il veut marquer l'histoire de l'enfer, devenir une légende à clous. Ce n'est pas un Freddy ou un Jason, c'est une créature tragique qui veut transcender son propre mythe. Ouais, ambitieux le Pinhead. Bon, après soyons francs, comme je le disais, c'est pas parfait. Barker a toujours ce côté un peu bavard, un peu trop gourmand dans ses descriptions de viscères étalés façon confiture. Il y a des longueurs, des passages où t'as l'impression qu'il s'écoute un peu trop écrire, ou qu'il se regarde le faire en tout cas, et quelques dialogues où les démons parlent comme s'ils postaient sur un forum goth des années 2000, tu vois. Mais au fond, c'est ça qui fait le charme du truc. T'es pas là pour un texte poli et ciselé, t'es là pour te faire aspirer dans une descente sensorielle moite et baroque, où la musique pourrait être composée par Evanescence ou Cradle of Filth, et où chaque page essaye de te faire sentir quelque chose, même si c'est un peu trop par moment. Et vous savez quoi, en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est que ce livre, il est à l'image de la saga Hellraiser. Film, BD, comics, tout réuni. On voit le potentiel du sujet, de l'univers, on voit ce que ça pourrait donner. Alors on se contente et on se délecte de petits bouts jouissifs et réussis de certains films, certaines scènes, certaines histoires, certaines cases. Mais globalement, très peu de choses tiennent intégralement la route. Mais malgré ces imperfections, cet univers nous fascine, nous hante. Et même si les œuvres sont imparfaites, on adore y retourner. On attend la suite avec impatience, de nouveaux films ou d'une série dont on nous tease la venue depuis des années. Cet univers a cette force folle de tenir en haleine des fans malgré qu'ils sachent pertinemment que c'est pas toujours foufou. Alors, est-ce un univers maudit qui n'arrivera jamais à contenter et à offrir aux fans un nouvel opus digne de ce nom, un nouveau roman satisfaisant ?
Car oui, il faut le dire, ou du moins le repréciser si c'était pas clair dans ma chronique, le premier livre et le premier film, c'est vraiment la classe. C'est un peu des chefs-d'œuvre. Donc bref, est-ce qu'on aura quelque chose de satisfaisant à nouveau ? L'avenir nous le dira. Car on a beau savoir que potentiellement les prochaines œuvres vont hélas sûrement être ratées ou potentiellement imparfaites, on sait qu'on va y aller quand même, car on aime souffrir dans cet univers. Mais est-ce que c'est pas ça justement Hellraiser ? Souffrir en aspirant à découvrir la vérité. Au fond, Barker, il nous dit juste qu'on est tous des petits pervers qui chercheront la vérité dans la douleur. C'est beau et dégueulasse à la fois, comme un kebab à 4h du matin. On espère toujours, car on adore cet univers. Il nous hante, nous fascine, on y croit, quitte à souffrir. Mais malgré la souffrance, on en veut encore et encore. Alors pour conclure, lisez Hellraiser, Hellbound Heart, le premier livre, car il est la base de tout l'univers Hellraiser. Il est court et efficace. Quant aux Évangiles écarlates, c'est pas un bouquin pour tout le monde. Il a même un peu divisé les fans, pour être honnête. C'est un bouquin qui est une lettre d'amour maladroite, mais tout de même sanglante aux fans de Barker. Un dernier tour de piste pour Pinhead, une orgie de chair, de métal et de métaphysique crade. Si t'aimes l'odeur sale mais sublime, la fantaisie infernale où les démons philosophaient entre deux écorchages, fonce. Si t'aimes Barker pour son audace, sa poésie tordue et son goût pour le malsain arty, c'est pour toi. Alors bye bye, mes petits Cénobites chéris, c'est la fin de cette chronique. Mais non, ne pleurez pas. Car comme dirait Pinhead, pas de larmes s'il vous plaît, c'est un gaspillage de bonne souffrance. Queen of snow, far beyond
such a reverie well. Proper eyes and the baby a nightmare. She was certainly possessed of a milky white skin. My porcelain embrace my legionless. So full of the breeze like a sunset jacket moon. My life to chase the phantom out blue. That shovel of blades I know locked into a brain. Bastards of a judgment that the Bible costume. Putting reason to flight to flame and shame. That's where for Christ mesmerized by the definitely way it's a damn free. Of others I breathe. It's the blood, rise of fire, mercy to a ghost in the fall. Being priest when love is wrong. A ghost in the fall. A ghost in the Vous venez d'écouter A Ghost in the Fog de Cradle of Films et la voix que vous entendez au départ du morceau, c'est celle de Doug Bradley, l'acteur qui incarne Pinhead dans les films Hellraiser. Merci beaucoup Renaud pour ta chronique. J'ai bien sûr une question à te poser. J'en ai qu'une mais elle est un peu intense. D'accord. Alors, je voudrais savoir, moi, selon toi, le cube de Le Marchand, est-ce qu'il peut être vu comme une version moderne, en quelque sorte, donc de la boîte de Pandore ? Oui. Donc le cube de Le Marchand, pour ceux qui ne sauraient pas, enfin on a quand même parlé d'Hellraiser, donc Oui. c'est le fameux cube qui ouvre les portes de l'enfer dans Hellraiser. Donc oui, le cube de Le Marchand peut être vu clairement comme une version moderne de la boîte de Pandore, mais une version moderne et pervertie, quoi. C'est même une volonté clairement de Clive Barker quand il a écrit le roman d'utiliser cette idée de la boîte comme une boîte de Pandore, quoi. Les deux objets ont un point commun fondamental, ils punissent la curiosité. Dans la mythologie grecque, Pandore ouvre sa boîte par simple curiosité et libère tous les maux du monde. Et pour Clive Barker, ceux qui ouvrent le cube le cherchent activement. Ils ont un désir de transgression, de dépassement des limites sensorielles et morales. Il y a quelque chose d'arrogant, d'orgueilleux dans leur quête. Ils veulent tout et surtout du plaisir. La douleur, un petit peu quand même, enfin en tout cas une recherche d'un nouveau désir, d'un nouveau plaisir, etc. Mais là où la boîte de Pandore laisse encore l'espérance, quand même, hein, le cube de Le Marchand n'offre, lui, aucun salut. Il ne libère pas les fléaux abstraits, il ouvre les portes de l'enfer au sens littéral du terme. Et ça, souvent, les gens qui l'ouvrent, ce cube, ils le savent pas. Ce sont les cénobites qui arrivent, donc du coup, directement, figure impassible, terrifiante, presque religieuse, et la punition devient une expérience, souvent consentie au départ, mais on comprend vite que ça va pas être consenti après. Mais dont personne ne ressort, du coup, indemne. En ce sens, le cube, oui, c'est une boîte de Pandore, pour un monde moderne désenchanté et qui t'emmène directement vers l'enfer, où les interdits sont faits pour être brisés, où le désir est roi et où l'enfer prend la forme d'une révélation intérieure. En gros, pour faire simple, c'est une boîte de Pandore, sauf que la boîte de Pandore, les gens ne font pas forcément exprès de l'ouvrir. Là, encore une fois, ils font exprès de l'ouvrir. Ils s'attendent dans Hellraiser, à du désir, à du plaisir, à découvrir quelque chose de nouveau. C'est des gens qui sont toujours inassouvis par le désir et par le plaisir. Et puis qui pensent pas forcément aux conséquences aussi, j'ai l'impression. C'est vraiment... surtout ça, ils s'imaginent pas que le plaisir et le désir va être un truc justement perverti et qui va les emmener vers la souffrance et vers un nouveau plaisir. C'est ce que disent souvent les cénobites dans Hellraiser, dans les films, etc. C'est que je vais te faire découvrir un nouveau plaisir que tu ne connais pas, un nouveau truc, machin. Tu vas tellement avoir de douleur que tu vas en ressentir du plaisir. Ta
a des phrases comme ça dans les films, etc., dans les BD, dans les comics. Et du coup, en fait, il se retrouve dans un truc où il s'attendait pas du tout à ce que ce soit ce genre de délire. Et un peu comme dans Lovecraft, c'est la curiosité à chaque fois du personnage principal qui se retrouve enfermé après dans un truc parce qu'il a été trop curieux. En fait, on punit vraiment la curiosité et le fait de se dire au bout d'un moment tu veux trop jouer soit à Dieu, soit à savoir des choses que tu ne dois pas savoir en fait. Et à les jouer dans des endroits où tu ne devrais pas aller du tout parce qu'ils sont mystiques, parce qu'ils sont religieux, parce qu'il y a des démons, etc. Donc si tu joues avec eux, tu vas forcément perdre. Voilà, en gros, c'est ça la boîte de Le Marchand. C'est très bien résumé. Donc voilà. Merci beaucoup Renaud pour cette réponse fournie comme je m'y attendais, c'est très bien. Est-ce que tu peux nous redire de l'édition, l'auteur, tout ça, nous redire un petit peu, faire le topo du livre s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors du coup, je rappelle que c'est 2 livres en même temps, c'est-à-dire que c'est Hellraiser Hellbound et Les Évangiles écarlates réunis en un seul volume chez Brajlon et il s'appelle Pinhead. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Eh ben écoute, moi j'ai fini avec ma chronique, du coup c'est à toi, qu'est-ce que tu vas nous lire? Eh bien, je vais vous lire une BD maintenant. Ouvrez vos livres, page 394. Ouvrez vos livres, 394. Place à la jeunesse maintenant. Je vous présente Mimouche de Véro Cazot et Carole Morel. Jusqu'à 11 ans, Colette a vécu dans l'ombre de sa sœur, Lison, la plus belle et la plus brillante des 2 jumelles. Et puis Lison est morte dans un accident de voiture. Sa mère conduisait, elle a perdu un bras et sa fille préférée. Colette s'acharne à continuer la danse classique où sa sœur excellait, provoquant les sarcasmes de son ombre. Ah oui, parce que depuis la mort de sa sœur, son ombre lui parle et ne se gêne pas pour lui dire ce qu'elle pense. Autant Colette est timorée et prudente, autant son ombre la pousse à prendre des risques et à réaliser ses rêves. Puis un jour, le destin amène Colette dans une salle de boxe. Et c'est la révélation, mais aussi le début des ennuis. Mimouche, c'est le poids minimum pour faire des combats de boxe. Maintenant, c'est aussi une série de bandes dessinées incroyables, passant de la tragédie à la comédie. Avec beaucoup d'humour et, on s'en doute, énormément d'émotions. Carole Morel nous offre une héroïne fragile, mais un personnage fort. Chétive et surprotégée, Colette a devant elle un chemin semé d'embûches aussi bien sociales que familiales, pour parvenir à réaliser son rêve, faire de la boxe. Pour revenir sur le duo à l'origine de cette BD, parlons un peu de Véro Cazot. Scénariste française, elle a notamment écrit Le Champ des Possibles en 2024 ou encore Le Jour du Caillou en 2025. Le Champ des Possibles, c'est une BD qui nous parle d'amour et de réalité virtuelle dans laquelle notre héroïne, Marceau, mène une double vie. Le Jour du Caillou, BD également, nous parle cette fois d'amitié, avec sensibilité et mélancolie. Carole Morel, quant à elle, a illustré Coming In, Nelly Bly et plus récemment Bobigny, 1972. Son trait est superbe, doux, fluide. Mimouche va à la fois attirer le jeune public et les adultes, je vous le garantis. Le duo Cazot-Morel, ça commence par une illustration sur Instagram. Carole Morel poste un beau jour un dessin de petite fille furieuse, s'essuyant le nez avec un gant de boxe. Ni une ni deux, Véro Cazot lui demande s'il s'agit d'un projet en cours, et si ce n'est pas le cas, si elles peuvent collaborer pour écrire l'histoire de cette petite fille. Merci beaucoup les réseaux pour ce genre de magie. Depuis sa lecture, je n'attends qu'une chose, la suite, et j'essaie de le conseiller au plus grand nombre, adultes et enfants. Car oui, comme je disais tout à l'heure, c'est une BD jeunesse, mais le propos fonctionne tout aussi bien pour des adultes. On s'identifie à Colette sans difficulté. Mais parfois également à sa maman, car oui, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une maman surprotège son enfant lorsqu'elle en a malheureusement déjà perdu un. Pourtant, bien évidemment, j'étais plutôt du côté de l'ombre de Colette. Oui, j'ai bien dit de son ombre, car son ombre c'est la vraie Colette, celle qu'elle refoule pour rentrer dans le moule et faire plaisir à sa famille. C'est la Colette fougueuse, pleine d'énergie et de colère accumulée. Il faut que ça sorte, et la boxe semble lui convenir parfaitement, bien plus que la danse classique qu'elle ne pratique que dans le but de faire plaisir à sa mère. Ce texte m'a touché, le personnage de Colette m'a touché, j'ai eu envie de la rassurer, de lui dire de foncer, d'écouter son cœur, enfin son ombre, de croire en elle et de s'accepter comme elle est.
Faire plaisir à notre famille, c'est beau, honorable, tout ce que vous voulez, mais une vraie famille, composée de gens qui vous aiment vraiment, c'est surtout une famille qui sera heureuse de voir que vous êtes épanoui et bien dans ce que vous faites. Que ce soit ce qu'ils avaient prévu pour vous ou pas. Alors je vous le dis aujourd'hui, à vous enfants qui rêvez d'être astronautes, archéologues, caissiers et caissières, pompiers, coiffeurs, coiffeuses ou encore artistes en tout genre. À vous, ados, en plein questionnement sur votre avenir, sur le choix de vos études, de vos activités extrascolaires, même le choix de vos vêtements parfois. À vous aussi, adultes, heureux dans votre carrière ou en pleine reconversion, ou même inquiets pour vos enfants car ils ne choisissent pas la voie la plus simple. Je vous le dis, à tous et à toutes, amusez-vous, écoutez-vous, faites ce qui vous plaît et il vous fait du bien. Si vous êtes heureux, c'est que ce sera sans doute la bonne décision. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the room. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? I dance myself into the tune. I dance myself into the tune. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that was inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. And then again once more, I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself out of the womb.
Vous êtes toujours sur Radio Dynamo, à l'écoute de l'émission Au Capitaine, Mon Capitaine, le podcast, l'émission littéraire, bref, appelez ça comme vous voulez. 96 sur Argenton-sur-Creuse, 98.4 sur Le Blanc. Et vous venez d'écouter Cosmic Dancer de T-Rex. Merci beaucoup Wendy pour cette chronique. Avec plaisir. J'avais encore une fois 2 petites questions à te poser. Oui. Alors, as-tu vu dans l'histoire quelque chose d'universel ? Te reconnais-tu toi-même dans certains aspects de Mimouche ? Oui, pour les deux. J'ai vu quelque chose d'universel parce que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on est quand même nombreux à vouloir faire plaisir, surtout du coup à nos familles, etc. Et où du coup c'est pas toujours évident d'assumer qui on est, que ce soit effectivement par rapport au métier qu'on veut faire, par rapport au sport qu'on veut pratiquer, comme c'est le cas justement de Colette dans Mimouche, par rapport aussi au fait on pense souvent aussi, je pense surtout enfant, mais à ce que les autres attendent de nous en fait, et on veut être sûr de bien faire, et je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Après il y a des gens qui s'en fichent peut-être, et tant mieux, parce qu'en même temps c'est ce qu'il faut, mais je pense que quand on est enfant en tout cas c'est pas forcément évident de réussir à quitter ce cercle-là et à s'assumer comme on est, et à dire merde, maintenant en fait laissez-moi faire ce que je veux faire, quoi. Et je pense que c'est pas évident de risquer de décevoir. Donc du coup j'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose d'assez universel, et je m'y suis reconnue aussi effectivement parce que c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti aussi, le fait de vouloir faire des choses qui font plaisir aux gens, etc. C'est quelque chose, j'ai l'impression en tout cas d'assez universel et de plutôt naturel même. D'accord. Penses-tu que le dessin accentue ou atténue la gravité de certains thèmes ? Oui, complètement. Tu fais bien de me demander, parce qu'en fait le dessin, alors j'en ai parlé un petit peu déjà, mais il est assez arrondi, assez coloré, c'est très joyeux, c'est très doux, alors que le thème en fond est quand même assez difficile. Et on parle quand même aussi un peu, même si c'est pas le thème principal, mais c'est là en fond, quoi. Il y a quand même ce deuil et cette difficulté à aller de l'avant. En fait, c'est vraiment des étapes qui sont pas évidentes. Et même si ça reste une lecture très joyeuse, vraiment ça fait du bien. Il y a pas, voilà, on n'est pas dans le pathos de ce truc de deuil, etc. C'est là, mais c'est pas le thème principal. Malgré tout, c'est ce qui crée aussi le côté un peu dark Colette, avec son ombre justement qui est dessinée et qui elle est un peu plus crapouille que le reste du dessin. En fait, il y a un côté un peu it's lonely gna gna gna, comme tu nous disais dans tes autres chroniques, où justement en fait il y a cette ombre qui est toi, qui t'aide un petit peu aussi à aller de l'avant, mais qui te dit ce que tu dois entendre, mais ce que tu n'as pas envie d'entendre. Et du coup, il y a vraiment un double sens de lecture. C'est aussi en ça que cette lecture est tout à fait adaptée aux plus jeunes, comme aux adultes. En fait, on passe un très très bon moment. Les plus jeunes auront peut-être pas la compréhension de tout, mais ça fonctionne très bien. Et les adultes, du coup, verront aussi ce côté-là avec la petite voix intérieure qui nous dit non, vas-y, fonce, écoute-toi, fais-toi plaisir, fais un truc qui te fait du bien, et fonce, quoi, c'est trop bien. Et ça, c'est grâce à ce personnage de l'ombre qui, elle, dans le dessin, est un peu plus crapouille, un peu plus difficile. Voilà. Heureusement que tout le livre n'est pas comme ça, quoi. Ça permet d'accentuer et en même temps, justement, d'atténuer, puisqu'il y a le côté assez doux du reste de la narration. Donc c'est assez sympa pour ça aussi. D'accord, eh ben merci beaucoup. Du coup, tu peux nous redire chez qui c'est, etc. Oui. Donc c'était Mimouche de Véro Cazot et Carole Morel aux éditions Dupuis. Donc c'est terminé pour moi aujourd'hui. C'est à toi, Renaud, avec ta dernière chronique. De quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire un livre jeunesse, tout simplement. Voilà. Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Bon, aujourd'hui les amis, on va parler d'un livre pour enfants. Mais attention, pas un truc mignon avec des chatons qui jouent de la harpe ou des licornes qui pètent des arcs-en-ciel. Non, là, on est dans du sérieux. On est dans un truc qui fait peur. Quand j'étais petit, ma mère me lisait ce livre. Je l'adore.
J'adore l'ambiance qu'il crée, j'adore qu'il soit un jeu, j'adore qu'on joue avec lui à se faire peur. C'est un livre qu'un enfant lit rarement seul. Il est presque conçu pour qu'un adulte le lise et joue avec son enfant en le lisant. Ce livre, c'est une histoire sombre, très sombre, de Ruth Brown. Alors déjà, le titre annonce la couleur. Tu sens direct que tu vas pas tomber sur Choupi fait du poney. C'est justement sombre, très sombre. Pas sombre comme ta boîte mail un lundi matin, non. Sombre façon lampe brumeuse, où même Scooby-Doo et son équipe diraient « on repassera une prochaine fois les gars ». Le pitch, il est simple. C'est même du génie dans sa simplicité. Tu avances, et page après page, dans un décor de plus en plus flippant, comme une caméra qui zoomerait sur un décor, allant du plan large aux plus petits éléments de décor, tu vois une lande sombre, puis une maison sombre, puis dans cette maison sombre, un escalier sombre, qui mène à une pièce sombre, etc. Tu vois le délire ? À chaque page, enfant, tu te dis « Mais sur quoi je vais tomber ? Ça y est, on va tourner la page et tomber sur un fantôme ou un vieux clown chelou planqué derrière un rideau. » Mais non, le suspense monte, ton palpitant accélère et franchement, chapeau Ruth Brown parce qu'elle a compris un truc que même certains auteurs de thrillers ont oublié. C'est l'attente qui fout les jetons. Pas besoin de montrer un monstre avec 15 yeux et des dents de 3 mètres, non. Juste te faire avancer comme ça, dans le noir, dans le silence. Et tu fais quoi ? Bah tu tournes les pages, comme un con, en mode « Oh non, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ?» Et tu en veux encore. Attention quand même, spoiler, hein. C'est un album jeunesse, donc t'inquiète, c'est soft. Hein. Au bout de tout ce parcours de l'angoisse, tu découvres une petite souris. Une petite souris dans son lit, dans une toute petite boîte. Et en fait, le vrai monstre de l'histoire, c'est juste ton imagination qui est partie en vrille. Et ça, franchement, c'est du grand art. Parce que ce livre, il faut un peu la trouille aux gosses quand même. Mais une trouille soft, bien dosée, celle qui fait du bien. Tu sais, la peur qui fait rire après. Pas la peur qui te fait mouiller ton petit pyjama. Non, c'est comme un jumpscare tout mimi. Et puis parlons des dessins. Ruth Brown, elle se tape un gros délire gothique qui déchire. On voit un manoir dans la brume, puis à l'intérieur de ce manoir, on se croit plongé dans un film de la Hammer, un de ces films de Corman adaptant Edgar Allan Poe. Voilà, ce type d'ambiance. C'est hyper beau, super travaillé, avec des ombres partout, des détails de malade, des textures qui donnent envie de toucher les pages. Même si ça colle les jetons quand t'as 4 ans. Tu pourrais presque sentir l'odeur du vieux plancher qui grince ou du papier moisi des rideaux. Alors tu vas me dire, ok, mais c'est pour qui ce bouquin ? Bah c'est pour les enfants, évidemment. Mais aussi pour les parents qui kiffent jouer à raconter des histoires et rigoler avec leurs enfants, leur foutant gentiment un petit coup de stress avant de dormir. Un gentil stress, hein, encore une fois. Il n'y aura pas de cauchemar derrière. Tout finit bien, ne vous inquiétez pas. Et si t'as un pote relou qui te dit « Ouais, mais c'est trop dark pour les enfants », tu l'envoies balader. Parce que ce bouquin, c'est une masterclass de la gestion de la peur. Il apprend en môme que parfois, ce qu'on imagine dans le noir, tout simplement, ça n'existe pas. Et qu'à la fin, ça se termine toujours avec un sourire. Accessoirement, son autrice et dessinatrice, Ruth Brown, une nouvelle fois, elle a pondu un paquet de livres pour enfants, une bonne trentaine facile. Mais avant tout ça, Ruth Brown a d'abord travaillé pour la télé, pour la BBC, autour d'émissions de télévision pour le jeune public. Et c'est seulement ensuite qu'elle s'est mise à écrire et illustrer ses premiers livres pour enfants. Son premier album est Crazy Charlie, il a été publié en 1979. En 2002, elle obtient le prix Sorcière pour 10 petites graines, livre sorti chez Gallimard Jeunesse. Elle est également sélectionnée plusieurs fois pour la médaille Kate Greenaway, prix d'illustration livre jeunesse anglo-saxon, et cela en 1988, 96, 2000, 2022. C'est vous dire le talent de la meuf. Et pour la petite info, vu qu'on en parle aujourd'hui, en 2025, 2 de ses ouvrages ont fait leur entrée dans la bibliothèque idéale du Centre national de la littérature pour la jeunesse de la Bibliothèque nationale de France, la BNF. C'est une sélection des meilleurs livres jeunesse. C'est assez classe quand même. Et je vous le donne en 1000. Les 2 livres sont La sorcière aux 3 crapauds sur un texte de Yawin Oram, j'espère bien le prononcer, livre qu'elle a illustré, et le deuxième livre, Roulement de tambour, une histoire sombre, très sombre, dont nous parlons aujourd'hui, qu'elle a écrit et illustré. Donc classe. En bref, c'est un beau livre, qui se lit vite, qui est drôle et intelligent,
à sortir pour Halloween, un soir d'orage ou juste quand t'as envie de voir ton gamin s'accrocher à ton bras en mode « Papa, papa, c'est flippant, mais encore une page s'il te plaît ». Alors pour finir, une histoire sombre, très sombre. C'est le seul livre flippant où tu peux t'endormir après, t'inquiète, sans faire de cauchemar et surtout sans checker 3 fois sous ton lit. Alors merci Ruth pour ça, merci infiniment. Sous la couette, j'entends des bruits bizarres, comme des branches craquées dans la nuit noire. Comment rester d'aplomb au milieu du plumard et compter les moutons sans faire de cauchemar? Je quitte ma chambre, descends les escaliers, mais la lumière refuse de s'allumer. Jusqu'à la chambre de mes parents je cours, mais elle est fermée à double tour. C'est une chanson hantée, avec des portes qui claquent dans l'obscurité. C'est une chanson hantée, avec des monstres en vrac et des toiles d'araignée. Y a une lueur dans la maison d'en face, c'est pas normal, je saute dans mes godasses. 1, 2, 3 et 4, sous mon pyjama, j'entends mon cœur battre. La porte s'ouvre toute seule évidemment. Y a des squelettes partout, décidément. Des fantômes, des lutins, des ghouls, des trolls et des tueurs reprennent à tue-tête ce refrain tous en chœur. C'est une chanson hantée, avec des portes qui claquent dans l'obscurité. C'est une chanson hantée, avec des monstres en vrac et des toiles d'araignée. Sauf qui peut, sortez-moi de ces accords. Cette chanson est maudite, trempez-la dans l'eau bénite. Sauf qui peut, les gammes et les enfants d'abord. Mon cœur fait les 3-8, j'ai le trouillomètre au zénith. Un trou noir aspire la maison, on n'est jamais tranquille dans cette chanson. Tout d'un coup, j'entends à l'horizon ma maman. T'as beaucoup trop d'imagination, mon enfant. C'est une chanson hantée, avec des portes qui claquent dans l'obscurité. C'est une chanson hantée, avec des monstres en vrac et des toiles d'araignée. C'est une chanson hantée, avec des portes qui claquent dans l'obscurité. C'est une chanson hantée, avec des monstres en vrac et des toiles d'araignée. C'est une chanson hantée, c'est une chanson hantée, c'est une chanson hantée, c'est une chanson hantée, avec des monstres en vrac et des toiles d'araignée. Vous venez d'écouter la chanson hantée d'Aldebert. Eh ben écoute, merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. Eh ben j'ai des questions forcément. Donc la première, c'est que tu répètes beaucoup dans ta chronique que c'est un livre qui malgré son thème, donc la peur, et pour les enfants. Est-ce que tu l'as toi-même testé avec des enfants et comment ils réagissent ? Alors, j'ai pas pu tester ce livre sur les enfants, tout simplement parce que je l'ai récupéré chez ma mère, je le cherchais depuis des années, et je l'ai retrouvé. Sauf que le souvenir que j'en ai, c'est ma mère me lisant ce livre, quoi. Et donc je me souviens bien comment ça fonctionnait sur moi ou sur mes frangins. Et cette idée, en fait, d'un livre où on avance en même temps que les pages et tout ça, et où on joue à avoir peur. Moi, j'adorais vraiment ce livre, quoi. Ouais. J'adorais le fait d'avoir peur, je crois que j'ai toujours aimé cette ambiance, parce qu'il y a une ambiance victorienne, il y a une ambiance un peu de film de la Hammer, alors qu'il y a très peu de pages dans ce livre. Mais voilà, ouais, j'adorais ça, et donc je sais que moi, peut-être parce que ma mère aussi jouait vachement au moment de la lecture avec nous, en jouant vachement sur l'intonation et sur tout ce truc-là, parce qu'il y a très peu de texte. Il y a très peu de texte dans le livre, donc ouais, en tout cas, moi de mon souvenir, ça fonctionnait à mort sur nous, et on l'avait lu une fois, et le fait de l'avoir lu une fois et d'avoir désamorcé la peur, après on avait envie de le relire du coup. Donc oui. non, ça marche. Les enfants adorent ce livre, donc voilà.
Et justement, tu parles des illustrations et tu précises qu'elles participent beaucoup à l'atmosphère, mais est-ce qu'elles apportent quelque chose de plus que les mots? Ou est-ce que tu dirais, toi, que c'est un album qui s'adresse plutôt justement aux yeux ou aux oreilles avec la façon dont on va le compter, etc.? En fait, je pense vraiment que pour une première lecture pour les enfants, c'est dommage qu'ils le lisent eux-mêmes seuls. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un livre qui est fait pour être lu, qu'un adulte lise à un enfant. Parce que l'enfant, il peut contempler du coup les images qui apportent encore plus de l'atmosphère. Ouais. Et mais c'est un tout en fait. Je pense que c'est dommage de pas avoir cette lecture à voix haute. C'est dommage de pas avoir de pas bien voir les images ou de pas bien les comprendre, de pas bien comprendre le texte. Je pense que il y a un truc immersif, un peu théâtral dans ce livre et qu'il faut le faire au moins la première fois comme ça. Après, si on le fait lire à un enfant et qu'il le lit par lui-même, je veux dire, c'est cool en fait. Mais je trouve que c'est dommage en fait pour une première lecture et une première découverte de pas faire ce jeu avec son enfant ou peu importe, mais que ce soit un oncle, une tante, on s'en fout. Oui. Mais je veux dire, en tout cas, de lire à l'enfant qui va découvrir ou peu importe d'ailleurs à qui, mais que ce soit pas forcément un enfant ou un ado, on s'en fout, mais en tout cas de le lire, parce que du coup il y a une espèce de truc théâtralisé où on va jouer, quoi. Dans les intonations de la voix, de façon à ce qu'il puisse le répéter aussi, et puis il y a peu de texte, donc ça s'apprend vu que c'est, facilement. par exemple, on est dans une forêt sombre, très sombre, et là on regarde la forêt ensemble avec l'enfant, on lui fait voir les choses, etc. Et dans cette forêt sombre, très sombre, il y a un manoir, et donc là on regarde le manoir, ok, et dans ce manoir il y a un escalier, donc voilà, donc en fait le truc c'est que le texte c'est juste ça. Oui, mais il y a un donc, côté comptine, etc. oui. qui est répétitif, enfin c'est quelque chose. D'où le fait qui... que ça a besoin d'être, je trouve, à l'oral et à voix haute. Enfin voilà. Donc voilà. Enfin, moi je trouve que c'est tout participe. On va dire que dans ce livre, en fait, les illustrations apportent au texte, qui apportent à l'ambiance, qui apportent à tout. En fait, c'est un tout et voilà. Et si on peut le faire à voix haute, c'est un plus, je trouve, pour une première lecture. Bon, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien. Est-ce que tu peux nous redire du coup le titre du livre, auteur, édition, tout ça, s'il te plaît? Alors c'est Ruth Brown, comme je le disais, et c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, vous venez d'écouter Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Et bonne lecture, Moussaillon!